Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission. Cette semaine, nous accueillons le poète d'origine irakienne Salah El-Hamdani. Bonjour Salah. Bonjour. Alors, vous avez une enfance tumultueuse, vous êtes né à Bagdad, de milieu modeste, votre père était menuisier, votre mère venait du sud. Parlez-nous de votre enfance à Bagdad. Au fait, je suis né en 1951 à Bagdad, d'une famille modeste, comme vous dites. Et c'est vrai que ma famille vient du Sud. Nous sommes du Sud, mon père aussi d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Et c'était une enfance assez dure pour moi, parce que naître dans une famille modeste, ça signifie travailler très tôt. Ça signifie des galères. Oui. J'ai commencé pratiquement à l'âge de 7 ans, 8 ans. De travailler comme serveur chez un coiffeur, des choses comme ça. Et au fait, le matin, comme on était nombreux dans la famille, on vivait tous dans une petite pièce de quelques mètres. Au fait, c'était pas énorme. Et je me rappelle que mon père était également dans une galère, le pauvre, et il disait, nous les garçons, il faut qu'on sort le matin pour aller chercher de l'argent. Point barre, oui. Et vous vouliez étudier, c'était votre obsession. Moi, c'était quelque chose de terrible pour moi, parce que je voyais les enfants dans mon quartier, ils vont à l'école le matin avec leur cartable, habillés, des choses, et que moi, j'observais ça dans mon quartier de misère, et j'étais pieds nus. Et je ne comprenais pas que je ne suis pas avec eux. Je vois, c'est mes copains des quartiers, quoi. On jouait l'après-midi, le week-end, on se trouve ensemble dans les quartiers. Et eux, ils parlaient de tout ce qu'ils ont appris à l'école et tout ça. Et moi, je vais tout le temps voir mon père et je lui dis, je veux à l'école. Il a réussi, il a quand même accepté que vous y alliez. Il a accepté, je crois que parce qu'il était un pauvre gars, quoi. Mon père, le pauvre, il travaillait très très dur pour ramener de l'argent, on était nombreux, et donc il ne sait pas quoi faire avec moi. J'ai demandé à aller à l'école, et pourtant que j'amène de l'argent, parce que je travaillais dans les marchés, je vais aider de vieilles dames, de vieilles personnes, il me donne quelques centimes, j'amène à la maison, et pour moi, lui, il était content que je travaille très très tôt, en fait. Prendre la vie pour des gens pauvres en Orient en général, c'est il faut travailler très très tôt. Et donc, au fait, j'ai réussi par mon insistance et mon hurlement de tous les jours, de me ramener à l'école du soir, qu'on appelle l'école des pauvres. Et j'avais 11 ans à l'époque. 11 ans ou 13 ans, je ne me rappelle pas, 13 ans peut-être. J'étais à l'école du soir, qu'on appelle l'école des pauvres. Donc je travaillais le jour et toute la journée, et le soir à 17h, à 19h, des choses comme ça, je vais à l'école. Et là, je me trouvais au milieu des adultes. Donc, des adultes avec tout ce que comporte de voir un jeune garçon avec des adultes. Et c'était très très dur, ça. J'ai rien appris à l'école du soir. Ah bon? L'école, rien, absolument rien. J'étais plutôt en rébellion dès le départ. Voilà, j'étais tout le temps rebellé au fait contre l'insupportable, contre l'injustice au fait. Alors à 17 ans, vous décidez de vous engager. Et là, c'est le choc. Oui, c'est une... Vous engagé dans l'armée. Oui, c'était la suite, en fait, la suite des pauvres. Oui. C'est la suite des pauvres, en fait. Voilà, c'est qu'il faut continuer dans cette lancée pour ne pas s'échapper de ça. Il y a un chemin, comme si on a fait une ligne pour avancer, etc. Et donc, je me trouve engagé dans l'armée irakienne à 16 ans, je pense. 16 ans, 17 ans, oui, je ne me rappelle plus l'âge exact. Saddam, à l'époque, il n'était pas président ni dictateur. Non, il était un voyou déjà. C'est un petit voyou, Saddam Hussein était un petit assassin, qu'on parle de lui en Irak, mais il n'avait pas le pouvoir. Et donc, je me trouvais dans l'armée irakienne parce que je n'ai pas d'autres moyens pour ramener de l'argent à la famille. Vu que je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas étudié, au fait, c'était le bois qu'on met dans le four. Hein. J'étais parmi ça. Alors, il se passe quelque chose qui vous a profondément troublé, qui a transformé votre destin. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui vous a profondément troublé à ce moment-là? Alors, ils nous ont amenés dans le nord de l'Irak à l'époque, c'est chez les Kurdes, en Kurdistan.
Et donc j'étais un soldat là-bas et j'ai vu ce qui a bouleversé ma vie, au fait, c'est ce moment-là, de voir que j'étais témoin de l'armée irakienne, comment il amène des bergers kurdes dans les camps militaires, il les tabassait à la recherche de leur père, de leurs parents qui étaient en rébellion contre le pouvoir central à Bagdad. Et c'est là où je ne comprenais pas. Le Kurde à Bagdad, on a un endroit, un quartier du Kurde, je connais très bien les Kurdes, c'était mes amis d'enfance, je vivais avec eux. Donc je ne comprenais pas qu'on les tabassait. Et j'ai commencé à utiliser la propre technique de l'armée irakienne, au fait, contre mon propre camp. J'ai libéré des enfants kurdes de l'époque. Hein. Et je me suis engagé avec d'autres personnes en disant que c'était insupportable, il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous avez créé un comité. J'ai créé un comité, etc. Justice, et que, voilà, tout à fait. De justice. Et j'étais commandant, donc j'avais la capacité de faire ça. Et je n'avais pas peur, en fait. Vu que j'ai appris dans l'armée irakienne, j'ai resté 4 ans quand même dans l'armée. C'est là où il y a une révolte là-dedans. Donc, ils m'ont capturé après, ils ont découvert tout ça. Et ils m'ont mis en prison, j'étais torturé, etc. Disparu de la vie de l'extérieur, parce que mes parents, ils ne savaient pas où j'étais. Et donc, pas de nouvelles? Absolument pas. Nulle part. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tout à fait. Ah, vous êtes bien renseigné. Écoutez, pendant 6 mois. Je me suis Merci quand même. beaucoup. Pendant 6 mois, tout à fait. Et au fait, après les tortures... Alors, il y a quelque chose qui est important qui se passe en prison. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Il y avait, dans un groupe chez les prisonniers, je crois que c'est un peu partout pareil, je suppose, et là, c'était une prison politique. Ça veut dire qu'on peut se trouver avec des gens, des généraux, des intellectuels, des poètes, des écrivains, des philosophes, des historiens. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que les prisons politiques. Hein. Ça veut dire que c'était... Et là, surpris, il y avait quelqu'un parmi nous, parmi notre groupe, tous les soirs, vers 11h à minuit, pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde dormait, il citait des poèmes, il récitait des poèmes. Et moi, je ne comprenais pas, j'adorais ça. Et tout le monde applaudit, moi aussi j'applaudissais avec tout le monde. Un jour, je lui dis, écoute, c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tout le monde est content et on t'applaudit? Moi aussi, je trouvais que c'est très très beau. C'est quoi? Mais elle me dit, c'est des poèmes. Alors là, c'est la révélation. Alors, moi, je ne connais pas. Je dis, poème. Oui. C'est quoi, un poème? Il me dit, c'est des poèmes, tu sais. Je dis, moi aussi, je peux faire des poèmes. Il me dit, n'importe qui peut faire des poèmes. Ouais. Dis-nous tes sentiments. C'est magique. Dis-nous tes sentiments. Si tu as des choses, tu mets. Si tu es triste, si tu es heureux, là où on est, il me dit, certainement, on est malheureux, tu peux y aller. Hein. Crie des choses. Et moi, voilà, il m'a donné un bâton à la main. Incroyable. C'est terrible. C'est impossible. C'est quelque chose pour moi, c'est un peu l'absurde. Et vous écrivez vous-même? J'ai commencé à écrire, mais tout de suite, c'était parti. Le lendemain, je lui ai montré mon poème. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit... il l'a déchiré. Oui, tout à fait. Il a dit, mais tu ne peux pas écrire ça, tu vas te faire... Mais elle me dit, tu as perdu la tête. Il ne faut jamais dire ça. Tu vois, moi, quand j'écris, je ne dis pas ça. Et là, peut-être, j'ai découvert sincèrement que par la poésie ou par le mot, on peut se tuer face à face. C'est-à-dire, on peut tuer quelqu'un, on peut détruire quelqu'un par les mots. Et du coup, le langage devient une responsabilité. On peut partager quelque chose, mais on peut également détruire l'autre par le langage. Et ça, c'est pour moi une révélation fantastique, en fait. Alors, vous sortez de prison, et là, un autre choc, parce que votre famille vous répudie, votre père a peur, et notamment pour vos sœurs, et là, vous êtes laissé à vous-même. Oui, c'était... Et vous vivotez pendant quelques temps à Bagdad, et puis vous décidez de partir pour Paris. Au fait, c'était une... Je me trouvais à Bagdad et le régime à l'époque, Saddam, il n'est encore pas président. Il n'était pas encore président. Non, tout à fait. S'il était président, il serait fusillé, moi, tout de suite. Hein, il n'y aura pas ce qu'il a fait plus tard avec les prisonniers politiques. Donc, à l'époque, on avait un général qui s'appelait Ahmad Hassan al-Bakr, qui était un véritable général de l'armée. Il ne faisait pas les gens, on les juge et on les fout dehors. Quoi. Les gens qui ne supportent pas le régime ou ils font des choses. Voilà. Et je me trouvais donc, ma famille ne voulait pas me voir
parce que il y a les milices du parti basque, le parti fasciste chez nous, et donc il observait les gens. Et que moi, j'étais vous étiez assigné à résidence. Dans leur point tout à fait. une demi-heure. Et du coup, mon père, ma famille, mes sœurs, ils avaient peur pour eux. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu ne viennes. Tu ne mets plus le pied chez nous. Disparais. Pars, ne viens plus dessus. Comment vous avez ça a été dur? C'était dur. Ben, bien entendu que c'était dur. Mais bon, je devais vivre. Alors, vous votez un peu. Je suis allé dans les cafés de Bagdad. Et là, c'était fantastique. Bagdad. Vous avez dit, on peut dans ce quartier lancer une chaussure, elle va retomber sur la tête d'un poète. Absolument. C'est que Bagdad, jusqu'à aujourd'hui, l'Irak, c'est le pays des poètes. C'est pas moi qui dis. C'est quelque chose. On a beaucoup de dictons sur ça pour montrer que les Irakiens, ils produisaient des poètes depuis des siècles. Et au fait, donc, je me suis trouvé dans des cafés, des intellectuels, des poètes. C'était fantastique pour moi. Donc, je savais déjà, moi, c'est quoi le terme poète, de poèmes, poète, etc. Et là, j'ai découvert quelque chose encore plus extraordinaire, c'est Albert Camus. Alors, comment ça s'est passé? Voilà. C'est là. L'homme révolté, à l'étranger. Alors, c'était quelle époque? Comment vous l'avez découvert? C'était dans les cafés. Dans les cafés. Les cafés. Les Irakiens, ils lisent beaucoup. Il y a un dicton qui dit à l'époque, on écrit en Égypte, on publie à Beyrouth et on lit à Bagdad. C'est intéressant, ça. Non, mais c'est un dicton qu'on le dit souvent. Et donc, je me trouvais lire. C'est le dicton, il disait, donc moi, je suis parti à lire. Et là, j'ai découvert Camus, magnifique. C'était quel livre? L'étranger de Camus, La peste, le Sisyphe, les chutes. Enfin, j'ai lu l'œuvre de Camus en arabe. Et à l'époque, c'était traduit jusqu'à... Donc, il y avait un livre facile à trouver. Et j'ai pratiquement fait une bibliothèque d'Albert Camus. Je jurais que par le nom de Camus. C'est comme ça que vous êtes venu à Paris, notamment le jour où il y avait justement une menace physique. Alors, là, à ce moment-là, Saddam est arrivé... Oui, Saddam, il commence vraiment à prendre le pouvoir. Oui. Et on arrive à 73, 74. Là où on commence à voir des prisonniers politiques, des gens qui se perdent, donc on le face de la société, des rap, quoi. Et donc, j'ai reçu des messages par des amis proches qui m'expliquaient à l'époque qu'il faut absolument que je quitte l'Irak. Bon. Parce que ma tête était mise à prix. Où elle est? Oui. Je ne parle pas le français, pas de diplôme. L'arabe à peu près, je veux dire, je n'ai pas étudié. Oui. Et donc, Camus, j'ai cherché Camus né en Algérie, français, etc. J'ai dit la France. Je ne connaissais rien de la France. Je connais Rimbaud, Baudelaire, de la littérature, mais je ne connais pas la structure de cette société occidentale. Je ne connais pas. Et j'ai dit, il faut aller au pays des Camus. Vous arrivez à Paris, vous faites 36 métiers, dont brancardier. Oui, et maintenant aussi bibliothécaire par la suite. Tout à fait, alors, comment ça s'était passé, cette adaptation à la vie parisienne que vous découvriez là? C'était trop compliqué parce que je ne parlais pas le français. Donc, je me suis inscrit, j'étais aidé par un ami, aujourd'hui je dis ami parce qu'à l'époque je ne les connaissais pas, qu'ils m'ont rencontré des amis tunisiens à Paris 8, à Vincennes, il était à Paris 8, et donc je me suis trouvé... 68, voilà, tout à fait, c'était après 68 qu'ils ont construit cette fac, Paris 8. Donc je me suis trouvé au milieu des intellectuels arabes et français, et là j'ai expliqué mon histoire, et au fait, ils m'ont inscrit donc, à la fac pour étudier la philosophie et le théâtre. Donc c'était pour moi la philosophie pour Camus et le théâtre. La langue française, en fait, je l'ai pris pratiquement dans la rue. J'ai pris quelques cours à la fac et je n'ai pas étudié la langue française non plus. Ce qui est intéressant chez moi, c'est comme si c'est un passage où quelque chose rappelle la langue arabe que je n'ai pas étudié non plus. Vous êtes un autodidacte. Je me suis fait de rien. Ah oui. C'est ce qui est intéressant chez vous. Absolument de rien. Alors, vous parlez de votre style et votre rapport à la langue arabe. La langue arabe conduit naturellement à la poésie.
Yasmina Khadra disait, lorsque nous l'avons rencontré, que pour lui, lorsqu'il lisait le Coran, il avait tendance à écrire de la poésie, alors que lorsqu'il lisait la Bible, c'était plutôt du récit, de la fiction. Alors, vous, votre rapport à la langue arabe, et notamment aussi au livre saint, le Coran, quel est-il? Vous définissez comme laïque, démocrate, bien sûr, mais alors, comment vous situez par rapport à cette grande tradition, bon, qui est liée à la religion, mais aussi à la langue? Non, personnellement, je suis athée. Hein. Je ne crois pas en Dieu. Je n'ai pas d'admiration en particulier pour les livres saints, c'est-à-dire ni le Coran, ni la Bible. Je les respecte, ni le Torah d'ailleurs. Moi, je pense que le contraire. Je trouve que la Bible a beaucoup plus de puissance, beaucoup de métaphores que j'aime. Et j'aime également des citations à la paix, l'amour, etc. La Bible me trouve beaucoup je les lis, moi, la Bible, comme je lis le Coran. Le Coran, la difficulté avec, c'est qu'on ne le comprend pas. Le Coran, pour le comprendre, il faut voir beaucoup de dictionnaires à côté de soi. Ici, quelqu'un qui n'a pas étudié l'arabe, ou approfondi la langue arabe, je crois qu'il ne comprendra rien dans le Coran. Et ça, c'est notre souci. L'islam aujourd'hui, n'importe quel imam aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de fatwas, beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries. Au fait, Ben Laden et ses compagnies, c'est des gens qui parlent à une foule qui ne connaissent rien de l'islam. Ils ne connaissent rien dans le Coran. C'est pour ça qu'ils peuvent les guider comme on veut. On peut les diriger comme on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Et donc ça, c'est un des problèmes majeurs. Le Coran, je pense que, vu que le Coran n'est pas évolué pour moi, ils vont me tuer, les Arabes. Non, mais c'est important d'en parler parce que vous, comme poète... Le Coran n'est pas évolué. Le Coran, il est resté fixe comme écriture. Hein? Du coup, la langue arabe, elle est restée fixe aussi. Parce que pas d'évolution dans le Coran, pas d'évolution dans la langue. C'est pour ça qu'on a des soucis aujourd'hui. En fait, et peut-être, c'est lié qu'en France, par exemple, je donne un exemple pour faciliter la compréhension, chaque année, il y a des dictionnaires. Chaque année, il y a des petits Robert, de la Rose, etc. On trouve pas mal de choses sur les fleurs, sur les oiseaux, les animaux, des choses extraordinaires. Mais en arabe, on n'a pas. On a peu de ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est figé dans le temps. Notre culture est figée dans le temps. C'est pour ça qu'on a des soucis avec ça. Et donc le Coran participe d'une manière ou d'une autre. Parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, on dit « Ah, le Coran, il a dit ça ». Alors quand on va vers le Coran, il faut voir 5 ou 6 dictionnaires pour comprendre ce qu'il dit le Coran. Et du coup, on est quand même en difficulté d'avancer en tant que peuple et en tant que culture. Notre culture est menacée parce qu'on est figé. On répète toujours la même chose. Voilà. Alors, justement, il y a tout le travail sur la langue que fait le poète. Alors, comment vous travaillez cette langue arabe, puisque vous écrivez surtout en langue arabe? Alors, et parce que vous écrivez, vos vers sont courts, sont aussi très particuliers, ils sont très architecturés. C'est presque un tableau que vous dessinez. Est-ce que peut-être, moi, sincèrement, je me considère comme une personne qui compose de la poésie, mais qui n'écrit pas la poésie. Je préfère ce terme parce que je ne suis pas universitaire. Je n'ai pas de diplôme je n'ai pas appris l'arabe d'une manière structurée, je n'ai pas appris le français d'une manière de grand-mère, etc. Je connais un peu aujourd'hui parce que, à force de lire, etc., c'est mon expérience personnelle. Et du coup, j'ai l'impression que je compose. C'est pour ça que je me libère un peu de la culture arabe où on est figé. C'est-à-dire que la majeure partie des poètes, des grands poètes arabes, je parle du XXe siècle, 19e, 20e, ils ont pris leur culture en Europe. C'est en Occident. La majeure partie. Même Adonis, le plus grand poète arabe aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il a un attachement à cette culture occidentale. Revenons à votre parcours. En 2004, vous retournez dans votre ville natale. Et là, c'est aussi un grand moment pour vous. Vous écrivez d'ailleurs 2 recueils importants. Expliquez-nous un peu les circonstances. C'était assez, oui, c'est assez... je suis retourné pour voir la famille. Je suis allé voir ma mère, ma famille. Mon père était mort.
J'ai appris ça plus tard, que mon père était décédé, malheureusement. Ma mère était, jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Donc, je suis allé voir Bagdad, Alors, ville de ma naissance, voir ma famille. Moi, je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais cessé de parler de Bagdad, en fait. oui, alors justement, je vais vous demander de nous faire l'amitié de lire un de ces poèmes-là, tirés d'ailleurs de Bagdad à ciel ouvert. C'est lorsque vous arrivez chez vous. Vous êtes un éternel déplacé. Alors, si vous... Alors, mon premier poème, justement, c'est un premier poème, je l'ai préparé d'ailleurs. Ça s'intitule... Vous m'avez demandé en arabe et en français de faire Oui. le choix de poèmes. C'est tombé que, par hasard que On vous avait avez choisi le la même. Voilà, donc ça, si on le dit sincèrement, je suis impressionné, c'est magnifique. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est en fait, ce qui est intéressant, pas dans ce poème, mais c'est le fait de retourner à Bagdad et d'écrire des poèmes en français pour envoyer en France. Ah oui, ça c'est... Et moi, en France, Vous êtes doublement déplacé, là. j'écrivais des poèmes en arabe pour l'Irak. Vous voyez, la vie, Oui, la vie est comme ça. Oui. Non, parce qu'il y a un attachement. Quand je suis rentré pour aller voir l'Irak, voir ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme ici, donc j'ai un attachement pour la France. Et j'adore Paris, moi je suis parisien, j'aime beaucoup la France. Et du coup, à Bagdad, je n'avais pas d'autre solution que d'écrire en français, au fait. Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc on va vous entendre. Je lis en arabe, en français, peut-être les deux. Donc je l'écris en français. Et après, ici, pour le faire publier, ils m'ont demandé de le traduire en arabe. Donc, vous voyez, le mot à l'envers. Donc, voilà. Donc, je vais lire en arabe et après en français. Très bien. On vous écoute. تغير عنوان الدار انتقل صورتي من مكانها الطاولة مطوية خلف الباب وكرسي أبي أيضا وحدها السجادة القديمة كانت تزين الأرض أخيرا عثرت عليك في حديقة عارية بشالك الأسود الكبير سارحة الذهن منسجمة في صلواتك العمر محاك على الوجه ظننت إني أضم إلى صدري نخلة تحتضر ولكن بين ذراعي تعرفت على أمي. En français, la maison avait changé d'adresse, ma photo avait changé de place, la table avait été pliée derrière la porte, la chaise de mon père aussi. Seul le vieux tapis fleurissait le sol. Je t'ai trouvé enfin dans un jardin nu, avec ton grand châle noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge cousu sur le visage. J'ai cru serrer un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnu ma mère. Voilà. Et le deuxième, je vous le invite deuxième aussi, dans la foulée. C'est un inédit, ça. Alors, c'est un poème, ce qui est intéressant, non, c'est un poème, voilà un poème que j'écrivais ici en France en arabe, destiné pour l'Irak. L'autre, c'était le contraire. Oui. Destiné, mais c'est pour ma mère, en fait, j'ai le premier découvert. في نهار ما سأجيئكم مثل زخة مطر لا تبخلوا بفتح النافذة فأنا أسراب من القبرات تحط على سطح الدار وفي عز الضحى سأقص عليكم مآسي المنفى ومن ثم أأكل أجنحتي لكي لا أطير. Un jour je viendrai comme une averse, je suis une nuée d'alouettes qui se pose sur le toit de votre maison. Ne soyez pas avares, ouvrez la fenêtre, car dans les hauteurs de l'aube, je vous conterai le drame de l'exil, puis je mangerai mes ailes pour ne plus voler. Il y a quand même une résolution qui se fait et qui est assez apparente dans votre dernier recueil publié aux éditions Bruno Doucet, Le balayeur du désert. Il y a une espèce de sagesse, enfin quelque chose qui se dénoue. C'est intéressant comme expérience avec Bruno Doucet, qui par ailleurs a une grande admiration pour ce poète éditeur qui prend les risques aujourd'hui en France et de publier des poètes comme moi. Oui. Et vraiment, c'est quelque chose avec grand respect. Et ce livre, justement, Bruno a souhaité que des poèmes écrits en français et des poèmes écrits en arabe traduits en français par moi-même et Isabelle Lani, justement, alors vous ma compagne et traductrice. Qui vous accompagne justement dans ces traductions. Tout est souvent. Alors, oui, la majeure partie de mes livres traduits de l'arabe, c'est grâce à elle, avec moi bien entendu. Et également, elle m'aide beaucoup également
à mon œuvre en français. Elle m'aide à corriger mes textes, En fait, ma première lectrice, et c'est votre éditrice, et donc absolument que aussi. pour moi. Et également, elle m'aide, elle donne des idées. Donc, au fait, elle est très très importante dans mon parcours, au fait, poétique depuis pas mal d'années. Alors, bien, vos projets actuels, que sont-ils? Alors, vient sortir un livre en italien et en français, un livre qui se fait sortir chez Almanar en français et en anglais, avec un peintre irakien qui vit à Londres qui s'appelle Youssef Nasser. Vous avez, je crois, aussi un projet avec un poète israélien. Voilà, avec un poète israélien né à Bagdad. Ah. Alors, il faut bien le préciser qu'il est né à Bagdad, René Sommek. René Sommek, c'est un poète que j'ai rencontré pendant le festival dans la ville de Sète, en France, et j'ai découvert qu'il est né à Bagdad comme moi. Donc, émerveillé, je suis allé le voir moi-même, parce que j'estime que c'est un frère, bien entendu, né à Bagdad, vit en Israël et moi exilé en France. Donc je lui dis, écoute, il faut faire quelque chose. Tous les deux, on peut faire quelque chose. Donc le livre va être publié chez Brunet Doucet. Il s'appellera De Bagdad au Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie. Ah. Donc trilingue, arabe, hébreu, français. Ah, voilà une œuvre tout à fait je de pense la que diversité oui, culturelle. il faut y aller. Il faut y aller et que je pense que si la poésie, si elle peut servir à quelque chose, pour une cause, quelque part, bien entendu que je suis partant. Et ce genre de cause, de faire quelque chose avec un poète israélien né à Bagdad, je précise toujours, parce que moi, ça m'intéresse. Ben oui, ça interpelle. Hein? Pour moi, ça interpelle et je crois que c'est important. Cela dit, je fais ce livre avec lui en le disant en avance. Je ne vais pas en Israël. C'est-à-dire que je ne vais pas, si je suis invité par l'État israélien, je ne vais pas. Ce n'est pas comme je ne vais pas en Damas. Je ne vais pas à l'État syrien, moi. Bachar al-Assad, c'est un dictateur pour moi. C'est donc ça, quelque part, je ne peux pas cautionner un régime. Un peuple, oui, grand respect pour le peuple israélien, le peuple juif, etc. Mais pas l'État d'Israël. C'est deux choses différentes pour moi. Oui. Donc je fais un livre avec un Israélien. Non, mes principes sont très très importants. Je suis déterminé là-dessus. Ce n'est pas un jeu. Oui. Ce n'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Quand il y a des massacres contre les Palestiniens, des gens, on ne peut pas rester neutre en disant non, il n'y a rien. Non, il y a quelque chose, il faut le dire. Mais le dire avec le respect et rectifier le tir quand il faut rectifier. Donc je rectifie. Demain, je peux aller en Israël si j'étais invité par la gauche israélienne, par exemple. Par des gens qui sont pour un État palestinien véritable, bien entendu qu'Israël est bienvenu. C'est pas, mais tout ça, pour moi, c'est un amalgame. Faites bien le distinguo. Voilà. Écoutez, cette émission tire à sa fin. Voici les livres qui m'ont aidé à la préparer. Alors, donc ici, le poésie Bagdad à ciel ouvert. Également, Bagdad, mon amour. Il y a également les tout récents, Le balayeur du désert chez Bruno Doucet. Et Bagdad, Paris, itinéraire d'un poète, c'est un film qui a été tiré de l'expérience de Salah al-Hamdani lors de sa venue à Bagdad. C'est Emmanuel Lagrange qui a réalisé ce film et produit par la 8. Merci. Alors, un livre aussi en bilingue, en italien, Pioggia di luglio, pluie de juillet, qui vient de sortir. Avec un sculpteur irakien qui s'appelle Salim Abdallah, qui est un grand sculpteur d'aujourd'hui, bien entendu. Très bien. Et un livre important qui s'intitule Le cimetière des oiseaux, suivi de Bagdad, mon amour, qu'on a vu tout à l'heure, est publié aux éditions de l'Aube. Voilà. Et enfin, un autre recueil avec des illustrations magnifiques, Sable, avec Marlena Brester, Robert Lebet. C'est un livre collectif, je crois. Voilà un poète israélien aussi. Hein. Ah, bon, voilà, donc, bien. Les poètes, c'est une famille, donc ils sont les bienvenus. Hein. Et merci de votre attention et merci, Salah al-Hamdani, d'être venu nous voir. Merci.